Je suis donc avec ma collègue Hélène Frouard, qui est Bonjour. journaliste au magazine Sciences Humaines depuis 2017, c'est ça Hélène? Absolument, je suis Je là suis depuis allé vérifier 2017. sur ton profil LinkedIn, hein, j'avoue. Donc depuis 2017, elle travaille au magazine et tu es historienne, c'est ça? Oui, alors je suis historienne à l'origine avant d'être journaliste, hein, et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré les travaux d'Emilien. Ok, et donc on est aussi avec Émilien Ruiz, qui est lui aussi historien. Donc Émilien, tu le connais du coup Hélène? Oui, absolument. Alors, excuse-moi, un petit détail pratique très bête, je n'arrive pas à ouvrir le chat du... Sur la chaîne. Ouais. Tu peux Est-ce que tu as rappeler comment on essayé, fait? t'as essayé d'actualiser? Bon, écoute, je vais te laisser faire alors. Ouais, alors attends. C'est vrai que sur le mien, ça marche pas non plus. C'est bizarre ça. Pour qu'on puisse lire les questions des personnes qui Bah ouais. participent, hein. Ah, alors peut-être que. J'ai l'impression que c'est nouveau sur Twitch. Peut-être qu'il faut cliquer sur regarder maintenant avec 13 spectateurs. Là, je sais pas si tu vois le lien. Ouais, en haut. Si tu cliques dessus, tu vas voir le chat sans doute. Tu vois? Non, je vois pas, je vois... En fait, attends, si je réessaie. Bon, écoutez, c'est pas grave, on va continuer comme ça, on va pas perdre de temps. Ouais, moi je vois les questions de toute manière. Donc si vous en avez, vous inquiétez pas, je les relayerai dans le chat. J'en ai déjà une, mais on va achever les présentations avant de passer à cette question qui est centrale ce soir. C'est quoi un fonctionnaire? Euh, alors du coup, Hélène, oui, tu connais Emilien, hein. Tu sais sur quoi il a travaillé. Alors, absolument. En fait, quand j'étais historienne, j'ai croisé Émilien, qui était à l'époque doctorant et qui préparait une thèse sur le nombre de fonctionnaires. Et j'avais été très séduite par ce qu'il faisait. Et donc, quand j'ai su que son livre, enfin, qu'il avait transformé sa thèse en livre, j'ai été très, très intéressée. Et le livre qui vient de paraître aujourd'hui, d'ailleurs, dont j'ai lu les épreuves, et c'est un très bon livre que je recommande, très utile, très clair, très facile à lire, et surtout une recherche qui fait beaucoup réfléchir à cette apparente évidence qu'il faut diminuer le nombre de fonctionnaires. Et je propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Euh, donc, Emilien, tu commences par un constat très simple, donc qui semble consensuel. Il y aurait trop de fonctionnaires en France, et tu dis, bah, très bien, pourquoi pas, mais s'il y en a trop, il faudrait déjà savoir combien il y en a. Et quand on se demande combien il y en a, on tombe sur une question beaucoup plus difficile, notamment parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'on doit compter. Oui, c'est ça. En fait, on a toujours dit qu'il y avait trop de fonctionnaires, mais en fait, on dit jamais ce que c'est un fonctionnaire quand on dit qu'il y en a trop. Et c'est tout l'intérêt, en fait, de l'absence de définition de fonctionnaire, c'est que ça permet toujours de dire qu'il y en a trop, puisqu'on n'est pas obligé de dire où il y en a trop exactement. En fait, aujourd'hui, il y aurait une façon très simple de définir un fonctionnaire. Ce serait de considérer qu'est fonctionnaire quelqu'un qui est titulaire du statut de la fonction, quelqu'un qui est titulaire du statut de la fonction publique, que ce soit de la fonction publique d'État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, on peut considérer que c'est des fonctionnaires. En réalité, cette définition-là, qui pourrait s'imposer et qui fonctionne, disons, au moins depuis 1946 pour l'État et depuis les années 80 pour les trois versants de la fonction publique, c'est une définition qui ne s'est jamais imposée. En fait, fonctionnaire, en fonction de qui parle, ça va être synonyme de emploi public. Emploi public au sens le plus large du terme. On va avoir par exemple tous les emplois non marchands, et donc là on va arriver à 7-8 millions. Alors que si on reste que sur les fonctionnaires d'État, aujourd'hui les titulaires de la fonction publique de l'État, c'est 1,5 million de personnes à peu près. Donc on a comme ça disons un éventail de possibilités dans la définition qui rend tous les discours possibles et en fait on ne s'entend jamais et en particulier dans l'histoire puisque mon travail est vraiment un travail historique. Ce que je vous dis là qui vaut pour aujourd'hui en fait il vaut sur depuis au moins le 19e siècle, c'est-à-dire qu'on ne s'est jamais entendu sur ce qu'était un fonctionnaire et en fait quand on observe les discours récurrents sur le trop de fonctionnaires, en réalité on se rend compte que les personnes ne parlent jamais de la même chose. Alors, est-ce que tu peux quand même rappeler, après avoir dit ça, combien il y a de fonctionnaires selon les différentes définitions, la plus restrictive et la plus large, pour qu'on ait une vague idée quand Alors même de ce dont on ça, parle?
ça va dépendre en fait des définitions qu'on va adopter. Alors, si on prend une définition la plus basique possible, comme je disais, la fonction publique de l'État, on est à peu près 1,5 million. Alors ça, c'est les chiffres de 2018 que j'utilise dans le livre, alors parce que ça, c'est un autre élément important dans le débat, c'est que quand on veut savoir combien il y a de fonctionnaires et qu'on s'intéresse aux chiffres produits par la statistique publique, on n'a quasiment jamais du chiffre en temps réel. C'est pas possible puisqu'on doit faire des recensements. En France, on a quelque chose qui a été mis en place en 2008-2009 qui s'appelle SIAP, c'est un système d'information sur l'emploi public. Et en fait, il y a toujours un décalage entre le moment où on relève le nombre de personnes et le moment où ça peut être publié, puisqu'il faut des traitements, etc. Donc, en gros, les derniers chiffres vraiment consolidés, ils sont de 2018. On a à peu près 1,5 million de fonctionnaires de l'État en France. Si je rajoute à ça, alors vous voyez, je suis en train de lire ma fiche parce que c'est dans un graphique du livre, parce que je ne connais pas par cœur les chiffres de 2018. On imagine. Si on ajoute à ça en fait l'ensemble de l'emploi de la fonction publique, c'est-à-dire que si on dit on veut compter, on va appeler fonctionnaire, et ça c'est quelque chose de très courant dans le débat public, on va appeler fonctionnaire toute personne qui travaille pour la fonction publique, même si elle est contractuelle, et donc qu'elle n'est pas fonctionnaire en réalité. Si on dit tout cela, on va avoir en fait au total à peu près 5,6 millions d'agents. Quand je dis 5,5, 5,6, c'est parce qu'on peut ajouter encore quelque chose d'un petit peu plus complexe dans les modes de calcul. C'est qu'au nombre des agents des fonctions publiques, parfois on compte ce qu'on appelle des emplois aidés, parfois on ne les compte pas. Les emplois aidés, ça a été à une époque ce qu'on appelait les emplois jeunes, par exemple. C'est-à-dire c'est des emplois qui en fait sont en réalité de statut privé la plupart du temps, mais qui sont des emplois aidés parce qu'ils sont subventionnés sur le budget. Et donc en gros, dans les statistiques, parfois on va les comptabiliser, parfois non. Donc c'est ce qui nous fait passer en fait de 5,5 à 5,6 millions. Et sinon, on peut, si on prend en revanche l'intitulé le plus large possible, c'est ce qu'on va appeler l'intitulé. Alors il y en a deux possibles. Il y a les administrations publiques au sens large ou les emplois non marchands. Et ça, c'est une définition qu'on va surtout utiliser aujourd'hui dans les définitions pour les comparaisons internationales, parce que en fonction d'un pays à l'autre, on va avoir des emplois qui vont relever de l'État ou d'autres types d'échelons administratifs ou du privé sur subvention publique. Et donc pour arriver à faire des comparaisons, on a adopté comme ça une définition très large de l'emploi non marchand qui, en France, en 2018, correspondait à peu près à 7,7 millions de personnes. Mais ça inclut des personnes qui, par exemple, vont travailler dans l'action sociale sur statut privé et qui ne sont pas du tout rémunérés sur le budget de l'État. Et pour que ce soit comparable avec d'autres pays, on va considérer qu'on les inclut dans l'administration publique. Ça, Mais excuse-moi, je vous interromps, mais s'ils ne sont pas payés par l'État, pourquoi est-ce qu'on les qualifie de fonctionnaires du coup? Ça c'est toute la question. En fait, il est quand même très rare. Aujourd'hui, la plupart du temps, quand on a des discours qui soient politiques ou médiatiques sur le nombre des fonctionnaires, la plupart du temps, en réalité, ça renvoie aux emplois dans la fonction publique. C'est-à-dire que c'est les 5,5, 5,6 millions. D'accord. Les très rares fois où on va affirmer qu'il y a 7,7 millions de fonctionnaires, par exemple, c'est quand vraiment on va avoir des discours qui vont être plutôt anti-fonctionnaires, du coup, le plus souvent. Et donc l'objectif va être de dire qu'on a un secteur public beaucoup trop large, puisqu'on va considérer que tout ça, c'est de l'emploi public, parce qu'il est financé en partie via des subventions publiques, etc. Mais c'est quand même assez rare. Donc en fait, en réalité, la plupart du temps, on ne va pas parler de 7 millions de fonctionnaires. C'est très rare qu'on l'entende, mais il peut arriver que ça arrive. Il y a quelques années, par exemple, c'était André Santini qui avait dit on a 26% de la population qui est fonctionnaire, et si on essayait de retrouver le calcul, on arrivait sur 7 et quelques millions, et en fait, il n'inventait pas un chiffre. Je pense vraiment qu'il avait pris ce chiffre administration publique au sens large. D'accord. Alors, quand Du tu donnes... coup, ouais, Pardon. vas-y Hélène. Non, ma question, donc tu donnes ce nombre de fonctionnaires, on peut avoir l'impression, on a parfois que ce nombre de fonctionnaires, il a cru comme ça exponentiellement au cours peut-être des 20-30 dernières années. Est-ce que tu peux nous donner une idée comme ça de l'évolution du nombre de fonctionnaires depuis le début, je ne sais pas ce que serait le début, peut-être la Révolution française Juste avant, excuse-moi du coup Hélène, parce que ma question va porter sur ce qu'il disait avant, donc avant de s'engager là-dedans, pour que les gens aient un peu une idée.
Là, vous disiez 26% de la population. Moi, je me rends pas compte en fait. Quand on me dit 1,5 million de personnes ou 5,5 millions de personnes, je me rends pas compte ce que ça fait par rapport au nombre de personnes en emploi en France, par exemple. Est-ce qu'on a une proportion comme ça, un ordre d'idée? Est-ce que c'est quand on prend par exemple 5,5, le chiffre le plus utilisé, ça représente combien de pourcents de la population active? Alors, j'ai pas le chiffre exact actuel en tête, mais la plupart du temps, en gros, ce que ça représente, c'est autour de 20% en fait. Autour de 20% de la D'accord. population active qui ne serait pas, non pas fonctionnaire, mais qui travaillerait pour la fonction publique. Les Ok. 5,5 millions de personnes, c'est à peu près un actif sur 5, si je dis pas de bêtises. D'accord. Ça. Oui, donc est-ce que tu peux un peu nous dire, voilà, entre 1 et 7 millions de fonctionnaires selon ce qu'on veut compter, mais voilà, est-ce que ça a toujours existé? Est-ce que ça fait depuis 30 ans que ça a explosé? Enfin, est-ce que tu peux nous donner une vague idée? Voilà, il y a 200 ans, il y avait combien de fonctionnaires? Il y en avait 10 000? En fait, si on veut vraiment raisonner en termes d'évolution statistique, je ne peux pas répondre à la question. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de recensement des fonctionnaires qui permettent de retracer l'évolution du nombre des agents rémunérés par l'État depuis la Révolution française jusqu'à nos jours. Alors, pour plein de raisons, on ne les a pas toujours comptés. En fait, le premier recensement des fonctionnaires, il date de l'après-Deuxième Guerre mondiale. On a produit des statistiques avant, hein, donc il y a des choses, sinon le livre n'existerait pas, mais on n'a pas de série statistique. En gros, je ne peux pas vous montrer une courbe là qui permettrait d'avoir une vraie courbe exacte pour dire voilà, ça c'est l'évolution du nombre des fonctionnaires. Par contre, on a plein de données très disparates. On a des données depuis l'après-Deuxième Guerre mondiale qui sont relativement solides, qui me permettent déjà tout de suite de dire que par rapport à ta question, que en fait, depuis 30 ans, ça n'a pas du tout explosé. C'est-à-dire que en gros, on peut même dire que depuis une cinquantaine d'années, on est beaucoup plus face à une stabilisation du nombre des agents de l'État que face à une explosion. Alors, il y a eu une augmentation sur d'autres versants, en particulier sur le versant territorial, mais si on raisonne sur l'histoire de l'État et sur l'évolution du nombre des agents de l'État, en fait, depuis les années 80, contrairement aux images qu'on peut avoir parfois avec l'alternance de 81, il n'y a pas eu d'explosion des effectifs. En fait, l'augmentation la plus forte qu'on peut retracer avec les données disponibles disons, depuis le 19e siècle, elle a lieu en gros entre la Vichy et les années 70. En gros, depuis la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à la fin des années 70, c'est la période de plus forte croissance du nombre des agents de l'État. Et cette croissance, on peut quand même dire qu'elle a commencé avant, même si elle était moins forte. Elle a commencé avec la Première Guerre mondiale, en gros. Donc en gros, on a un 19e siècle où le nombre des agents de l'État augmente tranquillement, mais sans qu'on puisse parler d'explosion ou de croissance très rapide. Tout simplement parce que pendant longtemps, au 19e siècle, l'État n'intervient pas directement. Il fait faire des choses, il intervient via des modes indirects. Ensuite, avec la Première Guerre mondiale, on commence à avoir une extension des attributions de l'État qui fait qu'il y a de plus en plus d'agents. Et vraiment, c'est la Deuxième Guerre mondiale et les 30 Glorieuses, en gros, qui sont vraiment la période où vraiment on a eu une augmentation très forte du nombre des agents, qui s'explique vraiment essentiellement, et ça c'est vraiment le cœur du propos du livre, qui s'explique par l'extension des attributions de l'État. C'est-à-dire que l'État, progressivement, au fil du XXe siècle, s'est vu attribuer des fonctions qu'il n'avait pas auparavant. Alors, je pense qu'on peut préciser pour les auditeurs qui peut-être connaissent mal l'histoire de l'État, mais pour se rappeler, fin 19e, l'État est vraiment une structure très légère. Donc, il y a le ministère du Commerce, de la Guerre, enfin, il y a quelques ministères, mais par exemple, le ministère du Travail n'existe qu'à partir de 1906. Le ministère de la Santé n'existe qu'à partir de 1920, sauf erreur de ma part, ou 22, j'ai un doute. Le ministère de l'Éducation nationale, lui, remonte au 19e. Enfin, on voit que les grandes extensions des domaines de l'État se font petit à petit. Et donc, très logiquement, c'est ce que tu expliques dans ton livre, finalement, quand on augmente les prérogatives de l'État, il faut bien des gens pour mettre en œuvre les politiques qu'on veut mener. Et donc, contrairement à l'idée, c'est ce que tu montres dans ton livre, contrairement à l'idée reçue, il y a plein de fonctionnaires parce que c'est des gens, en gros, selon la caricature anti-fonctionnaires, qui sont dans un bureau, qui font rien et qui sont très nombreux, c'est pas du tout ça. C'est qu'en fait, il y a des activités nouvelles qui arrivent et donc on a des employés nouveaux pour les mener à bien. C'est ça que tu expliques en fait. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, si on prend justement les différents paliers, on pourrait, en caricaturant un peu, hein, mais dire qu'il y a un premier palier d'augmentation du nombre des agents de l'État
intervient sous la Troisième République. Pas parce que l'éducation nationale est inventée, mais parce que l'éducation nationale devient une affaire d'État. C'est-à-dire que c'est le moment de la sécularisation, de l'école primaire obligatoire et surtout de la fonctionnalisation des instituteurs. C'est-à-dire que jusqu'avant les années 1880, les instituteurs sont essentiellement des personnes qui sont dans les congrégations. En fait, il n'y a pas de séparation des églises et de l'État. Et donc, on a du personnel qui est du personnel religieux, tout simplement, qui fait la majorité des enseignements. Dans les années 1880, avec la Troisième République, il y a vraiment l'idée de faire de l'enseignement une affaire d'État, une affaire d'État, mais aussi de laïciser l'enseignement. Et donc, on a, dans les années 1880 et en 1889 exactement, une loi qui fait tous les instituteurs des agents de l'État. Donc une école primaire laïque, gratuite et obligatoire. Et ça, c'est le premier palier. On peut dire que vraiment, là, on a besoin d'agents pour pouvoir faire ce travail-là. Alors, je caricature parce qu'il y a aussi les chemins de fer, etc. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais disons, les deux secteurs, c'est ces deux secteurs-là qui sont des deux politiques emblématiques de la Troisième République. Avec la Première Guerre mondiale, on a la conversion au social. Le ministère du Travail, il existe en 1906, mais c'est quelques dizaines, voire quelques centaines d'agents, c'est presque rien. En gros, le ministère du Travail en 1906, et quelques années avant la direction du travail, l'Office du travail, la direction du travail, puis la création d'un ministère en 1906, le principal objectif, c'est de faire appliquer les lois sociales de la Troisième République. En gros, on n'a pas besoin d'agents forcément beaucoup sur le terrain, même s'il y a quand même déjà l'inspection du travail, mais c'est quand même encore des petits effectifs. Avec la Première Guerre mondiale, on a une extension quasi totale des interventions de l'État, mais qui est en fait provisoire, hein, c'est une parenthèse. L'État se saisit d'énormément de fonctions pour organiser la vie du pays. Mais il n'empêche qu'au sortir de la Première Guerre mondiale, en dépit de toutes les réactions anti-étatistes, et en particulier le vrai reflux de l'intervention de l'État dans l'économie, il y a quelque chose qui reste, c'est l'idée de l'intervention de l'État dans le social. C'est, comme tu le disais, c'est notamment le ministère de la Santé, donc la santé publique, l'hygiène et la population, qui est créé en 1920, des suites de la Première Guerre mondiale, en fait, hein, au sortir de la Première Guerre mondiale, du fait des épidémies, etc. L'idée notamment aussi de la représentation nationale qui considère que l'État a une dette envers sa population du fait de la guerre, et que c'est à l'État de prendre en charge les conséquences de la guerre, non seulement pour les militaires, mais pour la population dans son ensemble. Donc ce ministère est créé en 1920, c'était une revendication ancienne. Hein. La Première Guerre mondiale permet de faire aboutir cette revendication. Et il est remis en cause, il disparaît, il est rattaché au travail, etc. Mais en réalité, il ne disparaîtra jamais complètement. Le deuxième palier, il intervient avec Vichy, et là, on peut dire, alors toujours, hein, je le dis, hein, c'est des grandes masses, et je caricature un peu pour simplifier, mais en gros, Vichy, c'est la conversion à l'économie. C'est-à-dire qu'en gros, entre les années 30 et les années 50, avec Vichy comme accélérateur, on a l'intervention dans l'économie avec la création d'un ministère de la production industrielle qui, sous diverses formes, sera remis en cause, etc. Mais en gros, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, on a un ministère de l'économie nationale, sous une forme ou sous une autre, attaché aux finances ou pas, etc. Mais on a un vrai secteur d'intervention de l'État qui s'est développé. Et ensuite, sous les 30 Glorieuses, c'est moins visible, mais on a aussi deux nouvelles fonctions qui sont créées. Alors, pas forcément parce qu'on va créer un nouveau ministère, mais tout simplement parce qu'on va développer l'enseignement technique. Puis ensuite, on va développer l'enseignement supérieur, puisqu'avec la massification de l'enseignement secondaire, avec l'idée d'amener toute une classe d'âge à l'enseignement supérieur, eh bien tout ça va nécessiter d'avoir des enseignants, bien sûr, devant les élèves. On va aussi avoir de nouveaux centres d'intérêt, de nouvelles causes qui émergent progressivement et qui font l'objet ensuite d'administration. C'est le cas du ministère de l'Environnement qui naît dans les années 1970. Donc on a comme ça, en fait, à chaque fois des nouvelles fonctions, des nouveaux terrains d'action de l'État, en fait, et qui nécessitent des recrutements de personnes. Alors, j'ai une question à te poser, mais j'invite les personnes qui sont connectées, vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions. Emilien est là pour répondre, et c'est un des buts ou un des principes du Twitch, justement, que vous puissiez directement poser vos propres questions. Alors, en attendant que des personnes se manifestent, tu décris un État donc en croissance qui donc mathématiquement, arithmétiquement a besoin de plus de personnes pour fonctionner. Et donc si on remonte au 19e, il est encore assez réduit. Et ce que tu montres de très 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 surprenant, c'est que les premiers discours contre
la pléthore supposée de fonctionnaires, en fait, il remonte au 19e siècle. C'est-à-dire qu'on n'a pas attendu les 30 Glorieuses et cette grande expansion de l'État pour avoir des gens qui trouvent qu'il y avait trop de fonctionnaires. Donc c'est très surprenant, parce qu'on a l'impression que penser qu'il y a trop de fonctionnaires est déconnecté du nombre de fonctionnaires. On a toujours pensé qu'il y avait trop de fonctionnaires. Oui, le mot est bien choisi, c'est complètement déconnecté de la réalité statistique. Alors, il faut quand même malgré tout se prémunir d'une façon de voir les choses. C'est-à-dire que nous, on sait que le XXe siècle, c'est le siècle de l'explosion des effectifs. Les acteurs du XIXe siècle, ils ne savent pas qu'il y en aura plus encore après. Eux, ils voient quand même une augmentation. En fait, ils voient quand même une augmentation, même si nous, rétrospectivement, on sait qu'elle est très limitée en réalité par rapport à ce qu'elle a été par la suite. Il y a quand même l'idée d'une augmentation. Alors, cette idée d'une augmentation, en fait, elle n'est pas mesurable statistiquement. C'est simplement l'idée que on crée un ministère du Travail. Alors certes, c'est en réalité que quelques dizaines de personnes, mais il y a l'idée qu'il va y avoir pléthore d'agents, etc., qui commencent à faire surface. Donc il y a cette idée-là. Malgré tout, une fois qu'on prend cette précaution-là, au XIXe siècle, en réalité, la plupart du temps, ceux qui dénoncent le nombre des fonctionnaires n'ont pas besoin de savoir combien ils sont, parce qu'en fait, ce qu'ils veulent dénoncer, c'est autre chose. Ce qu'ils veulent dénoncer, c'est l'intervention de l'État dans certains secteurs, par exemple. Donc, on va avoir le cas typique qui est, dès le XIXe siècle, la dénonciation de toutes les interventions de la République sociale dans l'instruction publique, donc toutes les lois Ferry, etc., génèrent des contestations. En fait, finalement, à ce moment-là, on n'a pas vraiment de données, on ne sait pas combien de personnes ça représente. Simplement, c'est l'idée même que l'État puisse intervenir dans un domaine tel que l'éducation qui est remise en cause. Sauf qu'au lieu de uniquement dire l'État n'a rien à faire dans l'éducation, on va jouer sur si l'État intervient dans l'éducation, il va y avoir beaucoup trop de gens à payer. Et donc, on va utiliser en fait le nombre de fonctionnaires comme une sorte de prétexte. Alors, dans l'éducation, rétrospectivement, ça fonctionne. À partir du moment où ça devient une affaire d'État, effectivement, il a fallu recruter des enseignants, etc. Mais en fait, ça vaut pour quasiment tous les secteurs. C'est-à-dire que tout au long de cette période-là, on considère que toute velléité d'intervention risque de faire de la France un État de fonctionnaires. Et là, ça rencontre une autre crainte, une crainte notamment des libéraux, les libéraux de la fin du XIXe siècle, avec quelqu'un par exemple comme Paul Leroy-Beaulieu, qui est professeur au Collège de France, qui est l'un des auteurs très prolifiques de la période. Il y a la crainte qu'avec un grand nombre de fonctionnaires, c'est-à-dire un grand nombre de personnes recevant leur traitement et donc leurs moyens de subsistance par l'État, on aurait un grand nombre de personnes qui ne seraient plus indépendantes du gouvernement et qui donc ne voteraient pas de façon totalement libre. Donc il y a cette crainte-là aussi d'une partie des libéraux, c'est-à-dire l'idée que plus il y aura de fonctionnaires, moins la démocratie fonctionnerait réellement. Donc il y a cette crainte qui peut être avancée. Donc il y a cette idée en fait qui à ce moment-là n'est pas dans une logique de remise en cause du régime républicain, on est dans une logique républicaine, démocratique, de crainte, en gros, de confiscation du pouvoir par des agents de l'État. En gros, on craint l'État et on se dit que si l'État a beaucoup d'agents, il aura trop de pouvoir. C'est une des raisons par exemple, pour lesquelles les fonctionnaires, pendant longtemps, ont refusé le statut, justement pour ne pas être dépendants de l'État, le statut étant un instrument qui leur faisait craindre d'être différent d'un autre salarié pouvant faire grève, etc. Est-ce que justement, tu peux revenir sur cette question du statut de fonctionnaire, parce qu'il est souvent agité par les gens qui qui sont hostiles à la fonction publique en disant, regardez, c'est des privilèges, un emploi à vie, etc. Or, ce que tu montres, que j'ai trouvé très intéressant, c'est que le statut des fonctionnaires, il a plutôt été créé par méfiance des fonctionnaires, plus que pour les protéger. C'est-à-dire que c'est... Ou alors j'ai peut-être mal compris ton... Alors ça dépend à quelle période, mais oui, l'origine du statut, disons que si on fait l'histoire longue du statut, l'idée d'un statut des fonctionnaires n'est pas au départ uniquement l'idée d'une protection des fonctionnaires. C'est-à-dire que le statut des fonctionnaires, l'idée, elle émerge, elle est très discutée en tout cas dans les années 1880-90 et surtout au début du XXe siècle, au début des années 1900-1910. Cette séquence-là, c'est une période où on dénonce énormément le nombre des fonctionnaires sans avoir de chiffres. Et c'est une période où on discute en même temps des droits et obligations des agents de l'État. Et donc, en gros, l'une des questions principales de la période, c'est
est-ce qu'on autorise ou pas les agents à faire grève et à se syndiquer. Donc en gros, le statut au départ, le point de départ du statut, c'est de se poser la question comment sépare-t-on l'ordre judiciaire de l'ordre administratif? C'est-à-dire si un agent commet une faute face à un usager, est-ce que l'agent doit être jugé pour lui-même ou est-ce qu'en tant que représentant de l'État, ça doit relever du droit administratif et donc est-ce qu'il doit avoir un statut particulier de ce point de vue-là? Ce qui entraînerait un certain nombre d'obligations pour cet agent-là, c'est-à-dire l'agent n'a pas les mêmes droits qu'un salarié, un ouvrier, etc. Parce qu'il représente l'État, c'est ça? Parce qu'il représente l'État. L'idée, c'est que l'agent de l'État, le fonctionnaire, le terme vraiment est important, puisqu'on essaie à ce moment-là de distinguer les fonctionnaires des autres types d'employés de l'État. Et il y aura l'idée que le fonctionnaire, il a une sorte de parcelle de puissance publique, il représente l'institution, et donc, à ce titre, il devrait avoir un statut. Et ce statut devrait essentiellement l'empêcher de pouvoir se syndiquer. Et encore plus l'empêcher de faire grève. Et donc on a énormément de débats à ce moment-là avec l'idée un certain nombre de juristes notamment qui vont eux affirmer la nécessité d'accorder un statut aux fonctionnaires pour qu'ils ne puissent pas se syndiquer et faire grève, mais aussi pour les protéger de l'arbitraire. C'est-à-dire que sans statut, un directeur d'administration, un ministre peut décider de se séparer d'un agent comme il le souhaite, etc. Donc il y a l'idée de protéger les agents de l'arbitraire, donc empêcher le fait qu'un agent puisse être limogé sans raison, mais en même temps s'assurer de sa loyauté vis-à-vis de l'État en l'empêchant de faire grève. Donc ça, c'est les termes du débat au tournant 19e-20e siècle, c'est-à-dire en gros des agents de l'État qui, eux, ne veulent surtout pas le statut parce qu'ils veulent pouvoir se syndiquer, ils veulent être des ouvriers, l'État est un patron comme un autre. Et donc, il y a l'idée de ne pas accepter l'idée d'un statut, et des promoteurs du statut qui minoritairement cherchent à protéger les agents tout en leur permettant de s'associer, se syndiquer, mais en tout cas surtout pas faire grève. C'est-à-dire même les plus forts partisans de la protection des fonctionnaires, la plupart du temps, refusent la grève. L'idée qu'un agent qui représente la puissance publique puisse cesser de travailler n'est pas imaginable quasiment à cette époque-là. Même les juristes les plus progressistes, des gens comme Léon Duguy, quelqu'un comme Émile Durkheim, par exemple, qui discute ces questions-là à ce moment-là, est très favorable. Ils font partie des intellectuels de l'époque qui ne dénoncent pas le nombre des fonctionnaires, qui considèrent que c'est une marche qui témoignerait même de l'avancée de la civilisation, etc. Ils sont pour un statut et le syndicalisme des fonctionnaires, ils sont contre la grève des fonctionnaires. Donc là, on est dans un moment comme ça de cristallisation des oppositions où, en gros, pour caricaturer, les agents sont très anti-statut, la haute fonction publique et le gouvernement est très pro-statut, et le rapport des forces fait qu'il n'y a pas de statut. Ça, c'est des travaux d'une politiste comme Jeanne Sivek-Puitso l'ont bien montré. C'est la grande spécialiste du syndicalisme des fonctionnaires, a bien montré que dans cette période-là, en réalité, on a une sorte de statu quo qui est lié à un rapport de force qui empêche que ça avance. Et en fait, le moment où tout ça bascule, c'est Vichy. Le moment où ça bascule, c'est Vichy, puisque Vichy règle le problème en faisant du statut un seul instrument de mise au pas. Il y a l'idée que c'est terminé, interdiction du droit de se syndiquer, interdiction du droit de grève, etc. Et donc le statut est vraiment un instrument de mise au pas. Et donc là, on n'est vraiment pas du tout dans un instrument qui vise à permettre aux agents de l'État d'être surprotégés, etc. Pas du tout, on est vraiment dans une logique de mise au pas des agents, mais qui repose sur quelque chose de très important, qui est la codification de la jurisprudence, puisqu'il n'y a pas de statut, mais il y a des tribunaux administratifs, et donc depuis des décennies, à chaque fois qu'il y a un conflit entre un agent et les autorités, etc., il y a un certain nombre d'arrêts, notamment du Conseil d'État, qui sont pris et qui font qu'on se réfère à ces arrêts à chaque fois qu'une question se présente. Et donc en fait, ce que fait Vichy, c'est de codifier ça, de façon à simplifier le fonctionnement. Donc à ce moment-là, c'est beaucoup de devoirs, mais est-ce que, par exemple, c'est déjà un emploi à vie qu'ils ont, les fonctionnaires, à ce moment-là, ou pas du tout? Alors, en fait, l'emploi à vie, j'aurais envie de dire que ça n'existe pas.
l'emploi à vie, mais disons que la sécurité de Oui, l'emploi sécurité de l'emploi, existe c'est... en fait, la sécurité de l'emploi, elle existe. Il y a ce qu'on pourrait appeler des titulaires, alors que le statut n'existe pas, mais des titulaires, il en existe quasiment depuis le 19e siècle. C'est-à-dire que des agents, et en particulier des agents de la haute fonction publique, via la jurisprudence, ont une sorte de protection mais sans que le statut n'existe. Donc en fait, la protection de l'emploi, elle existe. Et en fait, c'est ce qui fait qu'on parle de fonctionnaires dès le 19e siècle, alors même que le statut n'existe pas, parce que via la jurisprudence, il y a un certain nombre de corps, de métiers, etc., qui ont des garanties, en fait, tout simplement. Mais c'est des garanties qui sont spécifiques à tel ministère, tel corps, tel métier, etc. L'idée de statut, c'est de clarifier ça pour l'ensemble des agents. Alors, Ça touche tout le monde. Pardon. donc, on le voit à ton livre, ça vraiment, ça aurait pu s'appeler toutes les idées reçues sur les fonctionnaires, parce que donc on rentre dans cette catégorie en voyant qu'elle est beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine en général. Et tu expliques aussi d'ailleurs à propos de ce statut des fonctionnaires, c'est pour ça que je t'interromps, que contrairement aux idées reçues, il y a des fonctionnaires qui sont amenés à quitter, non pas volontairement, mais à être, je ne sais pas comment on dit, exclus de la fonction publique. Ça existe, c'est-à-dire que contrairement à ce qu'on croit, c'est pas très fréquent, mais c'est une chose qui n'est pas rarissime non plus. Ah oui, et donc, en fait, donc, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, on garde la codification de la jurisprudence, on enlève toutes les exclusions raciales, antisémites, etc. Et on fait un vrai statut. Et ce vrai statut, c'est un statut qui équilibre droits et devoirs. Et en fait, comme ce statut, il est généralement présenté comme ayant été l'œuvre de Maurice Thorez, ce qui est en partie vrai, hein, puisque c'est le ministre qui est chargé de son élaboration. Mais en réalité, c'est tout un compromis entre le MRP, la droite gaulliste, les communistes, les syndicats chrétiens, les syndicats communistes, etc. En fait, il y a un vrai compromis qui est assez inédit dans l'histoire, qui aboutit à ce statut. Et ce compromis, c'est des droits et des obligations. Et en fait, ce qu'on oublie généralement, c'est que oui, il y a une garantie de l'emploi, mais il y a des chapitres sur la discipline dès le statut de 46 qui prévoit tout simplement d'exclure pour insuffisance professionnelle, pour faute, etc. Donc le statut, en plus, on peut le lire facilement, il est numérisé, on va sur la bibliothèque Gallica en ligne, on peut lire le journal officiel et il y a le statut. Et on voit des chapitres sur la discipline qui prévoient des conditions dans lesquelles on peut se séparer d'un fonctionnaire. Et en fait, entre 1983 et 1986, la refonte du statut sous le ministère d'Anicet Le Pors renforce le statut. Et encore une fois, on dit, ah bah oui, c'est un ministre communiste, donc en fait, les garanties de l'emploi sont encore très étendues. Les fonctionnaires ont un emploi à vie, rien ne permet de les limoger. Bah, encore une fois, c'est faux. Il y a un chapitre sur la discipline avec les possibilités pour licencier les agents. Et en fait, il suffit de regarder quelque chose qui est édité tous les ans par la Direction générale de l'administration et de la fonction publique. En gros, c'est la direction du personnel. Alors aujourd'hui, je crois que ça s'appelle la RH de l'État, mais bon, au départ, c'est une direction administrative qui publie un rapport annuel sur la fonction publique et vous avez des données sur les personnes qui tout simplement sont exclues de la fonction publique pour diverses raisons. Ça peut être des exclusions définitives pour faute, insuffisance professionnelle, etc. Ça peut être des exclusions temporaires, ça peut aller jusqu'à 2 années sans solde, par exemple, sans traitement. Et en fait, on en a tous les ans, il y en a quelques centaines, voire plusieurs milliers qui ont lieu. Alors c'est sûr que si on raisonne en pensant aux 7 millions dont on parlait au tout début, on a l'impression que c'est rien. Si on revient aux 1,5 million pour l'État, et qu'on voit que chaque année, il y a quand même quelques milliers de personnes qui peuvent être exclues, on peut constater qu'en réalité, on n'est pas du tout dans une logique de garantie, quoi qu'il arrive, d'un emploi dans la fonction publique. J'aimerais bien revenir à la période contemporaine, puisque vraiment ton livre s'appelle Trop de fonctionnaires, point d'interrogation. Donc on sait qu'on a depuis, je dirais, un peu moins de 15 ans, ce dogme, si j'ose dire, du non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 à la retraite. Est-ce que c'est une chose nouvelle et comment on peut expliquer? Alors, tu expliques bien qu'on a toujours pensé, il y a toujours des gens qui ont pensé qu'il y avait trop de fonctionnaires, mais est-ce qu'il est nouveau de décider comme ça le non-remplacement qui consiste à faire baisser les effectifs? Et d'où vient ce principe? Alors en fait, les
ce qu'on disait depuis le début, les dénonciations sont quasiment intrinsèques à l'existence des fonctionnaires. On a toujours dit qu'il y en avait trop. Les politiques de réduction, ça, il y en a eu beaucoup. Les politiques de réduction des effectifs, il y en a eu, alors, sauf si j'en ai manqué, hein, mais selon moi, il y a eu de réelles politiques de réduction des effectifs seulement après la Première Guerre mondiale. Là, on parle non pas de non-remplacement, hein, c'est des auxiliaires dont on ne renouvelle pas le contrat ou qu'on licencie. Des titulaires via des lois de dégagement des cadres dont on se sépare, des licenciements tout simplement, ou ce qu'on utilisait encore à ce moment-là aussi, c'est l'abaissement de l'âge de départ à la retraite, quelque chose qui serait inimaginable aujourd'hui, mais qui à ce moment-là, on dit on va baisser l'âge de départ à la retraite, comme ça on se sépare des agents les plus rémunérés tout simplement, et comme ça fait faire des économies, on diminue. Ça c'est la méthode utilisée après la Première Guerre mondiale, c'est la même méthode qui est utilisée après la Deuxième Guerre mondiale. Et en fait, la première fois que vraiment on a mis en place le non-remplacement des départs en retraite avec pour objectif de diminuer le nombre des agents, c'est l'ère Sarkozy. Alors ça commence un peu avant en réalité, ça commence dès 2005, pas dans les proportions un départ sur deux, mais en fait ça a commencé à être expérimenté sur Raffarin à ce moment-là. Et en fait, c'est après les élections de 2007, la politique sous Sarkozy, notamment, on parle beaucoup de la RGPP, etc. En fait, cette politique de non-remplacement, l'idée, c'est de se dire on a des départs en retraite, en ne remplaçant pas les départs, on va pouvoir diminuer le nombre des agents sans les licencier. Donc, il y a en gros l'idée de ne pas avoir à payer tout simplement le coût politique d'une diminution via des exclusions, etc., des dégagements des cadres, etc. Et cette idée-là, elle est mise en place donc entre 2007 et 2012 de façon assez drastique. Mais en fait, où elle remonte, en fait, elle est assez ancienne, cette idée. Alors, la première fois que j'ai, moi, pu lire une proposition de ce type, en fait, ça date du tournant 19e, 20e siècle, mais elle n'est absolument pas prise au sérieux. On a un député qui s'appelle Charles Bocquier, très anti-fonctionnarisme, qui, en gros, par républicanisme, hein, parce qu'il estime qu'il y a trop de restes des régimes précédents dans la fonction publique et qui veut absolument faire en sorte, en gros, c'est une sorte d'épuration via la réduction des effectifs. Et en gros, il propose un jour à l'Assemblée nationale, il dit, à la Chambre, il faudrait tout simplement ne pas remplacer les départs, et il n'est absolument pas pris au sérieux. Et je n'ai jamais retrouvé ce type de proposition avant les années 1980. En fait, cette idée de ne pas remplacer les départs pour réussir à réduire les effectifs, il me semble, alors pareil, à moins que j'ai manqué quelque chose, mais il me semble qu'elle provient en fait de quelqu'un qui s'appelle Jean Choussat, qui a été directeur du budget sous Mitterrand, en fait, plutôt considéré comme proche de la gauche et des socialistes, mais il est quand même l'un des archétypes de la managérialisation de la période. Hein. Il a ensuite été directeur à la PHP et il fait partie de ceux qui vraiment ont instauré un certain nombre de mesures qu'aujourd'hui on qualifierait de néolibérales, mais qui à l'époque n'étaient pas du tout appelées comme ça. Et en fait, Jean Choussat est très partisan de la réduction des effectifs, et dans les années 90, il fait une note où il dit il y a 500 000 fonctionnaires de trop. On ne sait absolument pas d'où il sort ce chiffre. Il n'est plus vraiment en responsabilité à cette époque-là. Hein. C'est une note qu'il envoie comme ça. En fait, il envoie ça à Dominique Strauss-Kahn, qui est ministre de Jospin à cette époque-là. Mais en fait, il l'envoie sans avoir été, sans qu'on lui ait demandé, sans être en poste. Alors, je pense qu'il est à l'inspection générale des finances à ce moment-là, mais enfin, il est très proche de la retraite. Il n'est pas du tout en activité. Et donc, il sort ce chiffre de 500 000 et il dit, si on veut vraiment réussir à supprimer ces agents en surnombre, il faudrait ne pas remplacer un départ sur 4. C'est-à-dire qu'il dit il faudrait ne remplacer que 3 départs à la retraite sur 4. Et alors, il n'est pas entendu par le gouvernement à ce moment-là. Alors, sa note est très reprise, notamment à droite, et jusque dans les années 2000, elle circule énormément, cette note. C'est la note secrète du directeur du budget qui prouve qu'il y a trop de fonctionnaires en France. Mais en fait, c'est juste une note d'opinion, quasiment. Et en fait, cette idée-là, elle a fait un petit peu son chemin. Et en fait, après, quand on la retrouve, c'est dans les années 2000. Au début des années 2000, c'est Georges Tron qui, dans un rapport parlementaire,
au nom de la commission des finances, explique que si on veut réussir à réduire les effectifs, alors si je ne dis pas de bêtises, c'est entre 2002 et 2005, c'est en 2005 qu'il fait cette proposition-là, où il dit pour réussir vraiment à réduire les effectifs, il faudrait ne pas remplacer un départ sur deux. Tout simplement parce que les projections démographiques laissent entendre qu'il va y avoir beaucoup de départs dans les années 2000 et que ce serait l'occasion, en fait, tout simplement, de réduire les effectifs à moindre coût politique, en fait, tout simplement, hein, de dire on n'a qu'à ne pas remplacer un fonctionnaire sur deux. Et en fait, Raffarin commence un petit peu à le mettre en place, mais il n'y arrive pas vraiment. Et ensuite, Sarkozy se saisit de la proposition, ça devient un argument de campagne. Oui, on se souvient. Il y a la quasi mise en place de ces non-remplacements ensuite. Mais alors, comme tu dis bien que le nombre de fonctionnaires, en fait, dépend de la position de l'État, si on décide de ne pas remplacer un fonctionnaire sur deux, on les choisit où? Qu'est-ce qu'on supprime? Parce que ça veut dire supprimer quelque chose. C'est ça, c'est la grande question de ces 20 à 30 dernières années. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a dit qu'on allait réduire les effectifs, on n'a pas dit où on allait les supprimer. Et en 2008, la Cour des comptes le disait, c'est-à-dire que Nicolas Sarkozy est élu, il avait annoncé qu'il mettrait en place cette politique et qu'il mettrait en place une révision générale des politiques publiques. Donc on pourrait imaginer ça, c'est-à-dire que dans un monde idéal, on a un gouvernement qui dit on va regarder un peu quelles sont toutes les missions de l'État, puis s'il y en a en trop, on les supprimera et ça fera peut-être moins de fonctionnaires. Sauf que là, l'idée, c'était pas ça, c'était de dire on va supprimer un fonctionnaire sur deux, et pour arriver à savoir où, on va faire une révision générale des politiques. On met les choses dans le désordre. La Cour des comptes avait dit qui est toujours très favorable aux réductions de dépenses, hein, mais qui avait fait un rapport dès 2008 en disant attention, si on veut vraiment que ça marche, il ne faut pas que cette révision générale des politiques publiques ce soit quelque chose d'arithmétique dont le seul objectif c'est d'arriver à faire un sur deux. Il faut faire une vraie révision des missions, voir où on est, etc. Et en fait, ça n'a jamais vraiment été fait. C'est-à-dire qu'on a mis en place ces réductions-là de façon arithmétique. Alors, à ceci près que certains secteurs étaient considérés comme sanctuarisés. Donc, par exemple, sous les gouvernements sous Sarkozy, on a une sanctuarisation de l'enseignement supérieur, par exemple. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on regarde les courbes, ça surprend beaucoup de gens de voir que la période 2008-2010, on n'a pas de chute drastique comme depuis dans l'enseignement supérieur. Alors, ce n'est pas une hausse non plus, hein, on a stabilisé, mais on a en gros décidé que certains secteurs seraient quand même protégés, entre guillemets, parce qu'en fait, on voyait bien que sinon, ça ne marcherait pas. Et d'autres secteurs, ça a été beaucoup plus que 1 sur 2. Mais pas parce qu'on considérait que ces secteurs-là, on voulait que l'État cesse d'intervenir. Simplement, on disait, ils feront pareil, mais avec moins. Et en gros, c'est à peu près ce qu'on fait depuis 20-30 ans. C'est-à-dire qu'on annonce des réductions massives d'effectifs. En tout cas, on prétend faire des réductions massives, et à la fin, on dit aux administrations, il faut réduire de 10%, de 20%, de 1 sur 2, etc. Mais on ne leur dit pas, par contre, vous cessez telle mission, vous arrêtez d'intervenir dans tel secteur, etc. Donc, en gros, ce qui se passe systématiquement, et en l'occurrence, l'ère 2007-2012 l'a montré, en 2012, on a tout simplement un rapport des grandes inspections générales, inspection des finances, inspection de l'intérieur, je me souviens plus, il y a 3 inspections qui font un rapport en 2012, qui analysent ce qui a été fait depuis et qui disent on a tout désorganisé, on ne peut plus continuer à réduire les effectifs au-delà de ce qui a déjà été fait, sauf à discuter des missions de l'État. Ça, ce qui est intéressant, c'est que aucun promoteur des réductions des effectifs au pouvoir depuis une trentaine d'années n'a assumé ça, c'est-à-dire n'a dit on va réduire de 500 000 le nombre des fonctionnaires, mais dans ce cas-là, par exemple, on supprime l'enseignement secondaire. Mais est-ce qu'on peut imaginer... Pardon, vas-y Hugo. Oui, par rapport à tout ça, j'ai quand même une question. Peut-être que vous ne savez pas, mais je me demande pourquoi on a envie de réduire le nombre de fonctionnaires. Est-ce que c'est parce qu'on s'imagine qu'ils sont tous dans leur bureau à rien faire et que du coup on peut bien en virer quelques-uns et ils se mettront à faire quelque chose? Est-ce que c'est parce qu'on trouve que c'est pas à nous de payer pour que ces gens puissent travailler? Est-ce qu'il y a une idée derrière qui fait qu'il faut absolument réduire les fonctionnaires? Alors ça, c'est assez difficile de le dire parce qu'en fait, depuis les années 80, l'argumentation, en tout cas l'argumentation officielle, l'argumentation politique, elle n'est systématiquement que budgétaire. C'est le déficit, la dette, il faut faire des économies, comment faire, réduisons le nombre de fonctionnaires.
On n'a pas d'autre argument. C'est ça qui est intéressant quand on regarde sur la longue durée, et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans le livre, c'est qu'au moins jusqu'aux années 80, quand on disait il y a trop de fonctionnaires, on expliquait pourquoi. On disait on ne veut pas de la République, on veut revenir à un régime autoritaire, où on disait, et donc la République a recruté les fonctionnaires. Où on disait on veut pas des restes de Vichy, donc on réduit les effectifs parce qu'ils ont été recrutés sous Vichy. Ou alors on disait très clairement, quand on était libéral au 19e siècle, l'État n'a pas à intervenir dans le domaine social, c'est hors de question, réduisons les effectifs, etc. Depuis une trentaine, quarantaine d'années, on dit juste ça coûte trop cher, il faut en réduire le nombre. Et personne ne dit parce qu'on veut cesser d'intervenir dans tel domaine. En tout cas, ceux qui sont au pouvoir. Alors, on a toujours des acteurs qui vont expliquer qu'il faut supprimer l'éducation nationale, ça existe encore de temps en temps, mais c'est très marginal. On n'est pas du tout dans un discours dominant et un discours gouvernemental. Alors, du coup, si vous voulez, le seul moyen de savoir un peu ce qu'il y a derrière la tête de nos dirigeants, c'est de regarder où les coupes sont les plus importantes, quels sont les secteurs visés. Et on voit bien que beaucoup annoncent, par exemple, quand au milieu des années 2000, on affirme la nécessité de nous remplacer, etc., les propositions, c'est de dire il va falloir surtout taper sur l'éducation nationale, les secteurs sociaux, et protéger la justice, la défense, l'intérieur. Donc on voit bien disons les orientations qu'il peut y avoir derrière. Alors ça et ensuite, je pense que le seul moyen qu'on aura vraiment ensuite de regarder tout ça, c'est d'aller regarder les archives quand elles seront ouvertes, mais là, on ne peut pas pour l'instant. Et donc ça, c'est les historiens dans 50 ans qui nous diront pourquoi Macron, par exemple, a plutôt ciblé tel ministère et pas tel autre. Ce qui est étonnant, d'ailleurs, je rajoute une précision, c'est que quand on regarde la démographie française, j'ai vérifié avant le chat, on était 40 millions en 1940, on est 68 millions aujourd'hui. Donc en plus, il faut penser que le nombre de fonctionnaires qui augmente vient aussi parce qu'il y a plus de gens dont on s'occupe. Donc dans l'éducation nationale, on a une démographie qui a augmenté, un âge minimum de scolarité qui a augmenté, puisqu'il est passé de 14 à 16 ans à la fin des années 50, plus d'élèves qui ont le bac, donc on voit bien qu'en même temps, il y a plus de gens qui ont besoin d'une certaine façon, donc ça rajoute dans le ratio. Moi j'ai une question, est-ce que quand on veut faire sortir les fonctionnaires par la porte, si j'ose dire, on les fait pas rentrer par la fenêtre, c'est-à-dire qu'on dit qu'on veut diminuer la fonction publique, mais en fait on embauche beaucoup de gens sur des contrats, alors je ne sais pas comment les appeler, ce ne sont pas des contrats de droit privé toujours, mais ils ont des vacataires, des contrats à durée déterminée, on voit beaucoup dans la recherche, il y a beaucoup de chercheurs en CDD. Donc est-ce que c'est pas à la fois on diminue le nombre de fonctionnaires, mais en même temps on en fait rentrer d'autres avec d'autres statuts un peu différents? Alors ça, c'est un petit peu ce qui s'est passé ces dernières années. C'est-à-dire que là, en gros, par exemple, le bilan du quinquennat Macron, on n'a pas les données des 2 dernières années, mais globalement, ce qui se dessine, c'est que la promesse de réduction des 50 000 pour l'État, 70 000 pour les collectivités territoriales n'a pas pu être appliquée. Alors, ils sont pour des raisons conjoncturelles. La crise sanitaire et les gilets jaunes ont conduit simplement le gouvernement à réaliser qu'il n'était peut-être pas le moment de supprimer des agents qui étaient très demandés sur le terrain. En revanche, on a effectivement observé une accélération du recrutement des contractuels. Une sociologue qui travaille beaucoup sur cette question, c'est Aurélie Perrin, a montré que ça date pas de Macron, ça fait un certain nombre d'années que le recrutement le recrutement de contractuels et en fait en quelque sorte le contournement du statut et le grignotage du statut est bien avancé. Et là, on a vraiment quelque chose qui fait que depuis quelques années, la plupart des entrées dans la fonction publique se font hors statut. Pour autant, ces agents-là, ils sont comptés dans la fonction publique parce qu'ils sont dans les 5,5 millions. Je pense que l'idée, à mon avis, et donc là je fais quelque chose qu'on ne doit pas faire quand on est historien, mais à mon avis, l'idée, c'est quand même que c'est plus facile de se séparer des contractuels que des titulaires. Et donc, on n'a pas pu réduire le nombre là ces dernières années, mais ce qu'on a fait, c'est quand il a fallu augmenter, on a plutôt augmenté via les contractuels. Alors si je me risque à cette idée-là, c'est qu'en fait c'est exactement ce qu'on a fait pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. On a augmenté considérablement, on a ensuite fait des réductions de 50 000 à 100 000 personnes, mais en fait tout simplement parce qu'on avait fait en sorte de recruter des contractuels. Alors, est-ce que ça peut pas être, cette histoire de contractuel, ça peut pas être une histoire de coût de formation aussi? Par exemple, je pense aux profs contractuels qui sont beaucoup moins formés. Du coup, ça pèse moins sur les finances publiques de former ces gens-là, puisque du coup, ils ne sont pas formés. Est-ce que ça peut être aussi un argument?
Alors, je ne sais pas si c'est le coût de formation, mais en tout cas, ça coûte moins cher un contractuel, c'est sûr. En fait, alors attention, si on parle des contractuels, justement, par exemple, dans l'éducation nationale, un enseignant dans le secondaire qui est contractuel coûte moins cher qu'un enseignant titulaire, bien sûr. Quand on pense à tous les postes de catégorie C et B, je pense par exemple dans les universités, par exemple, les agences sont payées quasiment au niveau du même salaire, mais ils n'ont aucune déprime. Ils n'ont aucune possibilité d'avancement à l'ancienneté, etc., comme les fonctionnaires, donc ça coûte moins cher. Après, les dernières stratégies, et notamment la loi de transformation de la fonction publique de 2019, permet le recrutement de contractuels dans les administrations centrales au niveau des postes de direction. Là, si on veut vraiment attirer quelqu'un, par exemple, pour gérer les ressources humaines d'un ministère et le faire venir du privé comme contractuel, il va falloir le payer comme il serait payé dans une entreprise. Je ne pense pas que ça coûte moins cher. Par contre, on peut ne le garder que 3 ans, 5 ans. Donc l'économie, en fait, sur les contractuels, elle est surtout, à mon avis, sur une économie qui est à visée de long terme, c'est sur les retraites. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ne sont pas titulaires, ils n'auront pas de retraite de l'État, et donc il y a cette idée que ça coûte moins cher. Après, il y a une autre façon aussi de contourner les recrutements. Et alors là, c'est difficile à mesurer sur la longue durée, mais pour revenir sur la question des différents statuts, là je parle des contractuels parce que ce que je connais mieux, c'est les emplois dans la fonction publique. Mais il y a d'autres phénomènes qui sont étudiés par des sociologues notamment, c'est la façon dont progressivement les services publics sont externalisés vers des organismes privés. Ça va être par exemple l'associatif. On va, par exemple, au niveau d'une collectivité territoriale, plutôt que de recruter des personnes dans un service administratif, créer une association et salarier quelqu'un dans l'association. Et donc, en fait, on n'a pas créé un poste de fonctionnaire, il y a un salarié dans une association qui est financée principalement par une collectivité territoriale. Et donc, c'est une façon de contourner. Mais je ne suis pas certain que ce soit... alors là, c'est parce qu'on touche aux limites de mon expertise, hein, mais parce que je n'ai pas travaillé cette question-là, mais si je regarde un peu la façon dont on faisait ça au milieu du XXe siècle, quand on créait des offices ou certains établissements publics, etc., je ne suis pas certain que l'idée de ceux qui procèdent à ce type de recrutement soit de dire c'est une façon d'avoir un autre type d'agent, etc. C'est surtout que comme on empêche les recrutements d'agents de fonctionnaires, eh bien, on trouve un autre moyen de faire fonctionner le service public. C'est plus du pragmatisme. Voilà, un bricolage pragmatique, quoi. C'est ça. Quand on prend l'exemple des universités, par exemple, je ne suis pas certain que les universités n'aient pas envie de recruter des titulaires. Simplement, ça leur coûte moins cher de prendre des vacataires et des contractuels. Et avec le sous-financement chronique de ces dernières décennies, certaines sont poussées à utiliser ce type de poste. Alors après, on peut discuter, est-ce qu'elles ont raison de le faire, est-ce qu'elles ne devraient pas se mobiliser, etc. Ça, c'est autre chose. Mais je pense qu'en termes organisationnels, je pense que les services publics ont besoin de fonctionner parce que tout le monde est d'accord, il coûte trop cher, il y a trop d'agents, etc. Mais tout le monde en a besoin. Et tout le monde veut continuer à bénéficier de ces services publics. Et donc, il faut bien qu'ils arrivent à fonctionner. Et pour qu'ils fonctionnent, il faut des agents. Alors j'ai deux petites questions avant de conclure. La première, comme on est quand même dans un magazine sur les sciences humaines, j'aimerais bien savoir, est-ce que tu peux nous dire un mot des matériaux avec lesquels tu as travaillé, c'est-à-dire comment tu as fait cette histoire. Et la deuxième chose, c'est peut-être une question un peu piège, mais tu es maître de conférence, donc tu es toi-même fonctionnaire. Est-ce que tu penses que ça a pu jouer sur ta façon d'aborder le sujet? Alors sur les sources, alors mon approche en fait, ça a été d'essayer de confronter les discours aux pratiques. Donc en gros, l'idée c'est que j'ai travaillé sur des sources qui vont être des sources imprimées pour l'essentiel, les débats parlementaires, les publications politiques, les revues politiques, la presse, etc. Les archives ministérielles pour les pratiques. En gros, les archives de la direction de la fonction publique, les archives du ministère du budget, de la direction du budget, ce genre de choses-là, et des statistiques. Les statistiques publiques, c'est-à-dire tout ce qui va être rapport de la direction de la fonction publique après 45 ou production statistique de l'INSEE et de ce qui l'a précédé, la statistique générale de la France ou le service national des statistiques. Et tout ça, je l'ai complété par des traités, des manuels, etc., de juristes, de statisticiens, etc., où on pouvait trouver aussi de la matière. Je résume un peu grossièrement, mais en gros, c'est principalement ça.
Sur mon statut, alors c'est marrant parce que là aujourd'hui, quand je parle, le livre paraît, je suis fonctionnaire. Alors je suis fonctionnaire détaché. Là actuellement, je suis à Sciences Po sur un poste privé. Mon statut actuel n'est pas complètement fonctionnaire, mais en réalité, j'ai une protection puisque je suis en détachement. Sauf que quand j'ai commencé à travailler sur cette question-là, j'étais pas du tout fonctionnaire puisque j'étais doctorant, contractuel. Et j'ai même commencé à travailler sur les fonctionnaires en étant ingénieur d'études à la FMSH sur un contrat de droit privé. Je n'étais même pas fonctionnaire. Et à l'époque, c'est vrai que les premières fois qu'on parlait de ce sujet-là, on me disait bah oui, forcément, vous êtes fonctionnaire, parce que les gens se disaient il n'y a qu'un fonctionnaire pour travailler là-dessus. Je ne l'étais pas encore. Il se trouve que je fais partie de ceux qui ont la grande chance d'avoir eu un poste dans le supérieur et que, effectivement, du coup, j'ai un statut. Je ne suis pas certain que ça ait joué sur ma vision des choses parce que je ne suis pas entré au départ dans ce sujet-là avec l'idée d'avoir une thèse à démontrer sur il y en a marre de dire qu'il y a trop de fonctionnaires, parce qu'en fait, j'ai tout simplement travaillé pour une commande administrative qui visait uniquement à retracer l'évolution de ces effectifs. Et en fait, c'est en rencontrant les discours historiques et en me rendant compte, quand j'ai commencé à travailler, donc j'ai commencé à travailler sur ces questions-là autour de 2005-2007, donc c'est vraiment le moment où on met en place une première politique de réduction. Et en fait, je me suis rendu compte que les discours que j'entendais étaient ceux que je rencontrais historiquement, et c'est ça qui m'a donné envie de travailler sur le sujet avant tout. Après, on est de toute façon jamais complètement indépendant de son statut, du monde dans lequel on vit, etc. Donc je suis forcément bien sûr influencé en partie. On arrive à la fin de cette émission, donc je voudrais conclure et rajouter sur ce que tu dis que c'est un livre extrêmement intéressant qui propose une analyse que j'ai trouvée objective, chiffrée, éclairante sur un sujet qui risque d'être dans l'actualité pendant la campagne et qui fait partie de cette nouvelle histoire de l'État, d'essayer de comprendre le fonctionnement de notre État. Donc voilà, c'est un livre tout à fait intéressant pour qui s'intéresse à ces questions, que je recommande vivement, comme je l'ai dit au début, qui est extrêmement agréable à lire, ce qui n'enlève rien à la chose. Peut-être, Hugo, tu peux nous montrer la couverture. Oui, je crois qu'elle Voilà, s'affiche. je vous l'ai mise, voilà, et le livre est sorti aujourd'hui. Donc à partir de maintenant, vous pouvez le trouver dans les bonnes librairies ou le commander dans votre Voilà. librairie habituelle. Et quel que soit ce qu'on pense du nombre de fonctionnaires, je pense qu'on apprend beaucoup et que c'est toujours bien quand on aborde un débat de mieux comprendre l'histoire de tous ces débats, leur construction et les enjeux dans lesquels ils s'inscrivent, parce que ça donne une lecture évidemment plus intéressante. Voilà, écoute, Émilien, merci beaucoup d'être venu passer une heure avec nous. Merci à vous. Merci Emilia d'être venue. Donc nous, on va se laisser là. On se retrouve pour le prochain live, donc ce sera mercredi prochain, le 6 octobre, avec une autre journaliste du magazine qui s'appelle Maud Navarre et avec une autre historienne qui s'appelle Florence Rochefort, mais cette fois-ci on ne parlera pas de fonctionnaires, on parlera du féminisme et de la religion. Pour savoir si ce sont deux choses compatibles, puisque comme ça à première vue on a quelques a priori sur les religions qui seraient plutôt contre la liberté des femmes et contre l'égalité homme-femme. Mais c'est une vision à nuancer, donc on nuancera avec Florence Rochefort et Maud Navarre la prochaine fois. Donc rendez-vous dans une semaine pile poil à 18h. Merci de nous avoir suivis. Bon, ce soir le chat était plutôt calme, hein, contrairement aux fois d'avant, on avait pas mal d'interventions, on n'en a pas eu beaucoup ce soir. Mais on a quand même été content d'être là avec vous. Merci de nous avoir regardés. Merci à Hélène, merci à Emilia encore une fois. Et puis à la semaine prochaine. Salut tout le monde.